Bonjour mes camarades. Je vous apporte donc le salut fraternel des sections syndicales d'un syndicat national qui s'appelle le SNERMA FO, que vous connaissiez mieux pour certains sous le nom de SWERTA. C'est un syndicat qui regroupe tous les personnels de l'enseignement agricole public. Et pour mieux communiquer, pour mieux être repérés sur le terrain, nous avons décidé de nous appeler FO Enseignement agricole. Nous sommes bien sûr affiliés à la FAGE FO. À un moment où notre République, à laquelle FO est viscéralement attachée et attaquée, l'école est plus que jamais incontournable dans le défi que le pays a à relever. Le vivre ensemble, la lutte contre les discriminations et bien sûr la défense des valeurs de la République. Mais l'école n'est pas la seule concernée. L'enseignement agricole, en tant qu'école, participe à ce défi. D'abord en raison de ses petites structures d'accueil, de la mixité sociale des élèves, mais aussi de sa pédagogie. La pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui associe plusieurs disciplines, l'histoire et géographie notamment, le français, la philosophie, une discipline qui est propre à l'enseignement agricole qui s'appelle l'éducation socio-culturelle, est déjà bien positionnée dans les programmes pour faire comprendre aux jeunes l'histoire et les valeurs de notre pays. En ajoutant la rapide réactivité qu'a l'enseignement agricole, réactivité conséquence d'un investissement et du dévouement des collègues et des camarades, qu'ils soient profs, administratifs, personnel de service et d'entretien, personnel de surveillance, l'enseignement agricole a des atouts. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les chiffres de son insertion sociale et professionnelle. Malheureusement, l'enseignement agricole, plus encore que l'éducation nationale, continue de subir les conséquences des choix politiques et budgétaires. Après une rentrée 2014 qui a vu l'enseignement agricole public contraint de refuser des élèves, le budget 2015 voté à l'issue d'un débat raccourci et tronqué ne permettra pas plus, en 2015, au service public d'éducation de faire face à la demande sociale, notamment du fait de l'évolution démographique et de l'élévation demandée des qualifications. Dans l'enseignement agricole, les créations d'emplois ne sont même pas suffisantes pour faire face au rétablissement d'une vraie formation des enseignants. Il s'agit de rétablir l'année qui avait été supprimée par le précédent gouvernement dans le cadre, au moment de la mise en place de la réforme de la masterisation. Et en ne prévoyant pas de création d'emplois dans les catégories de personnel autres que les enseignants, il va continuer à une dégradation plus grande encore du service rendu aux usagers et des conditions de travail des personnels. Au congrès de Montpellier, j'étais venu à la tribune pour apporter la page de l'enseignement agricole au livre noir de la RGPP. Je voudrais ici mettre à jour cette page rapidement au travers de la précarité qui est quelque chose de très important dans l'enseignement agricole. Celle-ci ne décroît pas. Dans l'enseignement supérieur agricole, elle atteint 30% chez les non-enseignants. Dans l'enseignement technique, la pompe reste toujours amorcée. Pourquoi? C'est très simple. On ne recrute pas le nombre de titulaires correspondant au nombre de départs à la retraite. Donc, on pouvait penser qu'avec la loi de déprécarisation, la loi Sauvadet, qui permet quand même un petit peu d'absorber ce flux de contractuels que nous avons, on pouvait penser qu'on allait diminuer le nombre de contractuels. Je parle là des enseignants. Eh bien non, non, parce que, comme je vous le dis, la pompe est toujours amorcée, parce qu'on ne recrute pas en nombre suffisant, parce qu'on n'a pas les emplois pour remplacer les gens qui partent à la retraite. Conséquence de cela, très rapidement, on diminue les heures de cours. On ne peut pas fermer trop de classes, puisque je vous l'ai dit, on ne peut pas accueillir tous les jeunes. Donc, on réduit le nombre de cours, on refait les programmes, et à chaque révision de programme, on enlève des heures.
Je vais également vous dire quelques mots sur la situation de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, ça concerne les vétérinaires, les ingénieurs, les paysagistes de l'agriculture. Il n'a pas échappé à certains camarades que M. Le Foll, notre ministre, a produit sa loi, une loi qui est parue en octobre 2014, qui concerne l'avenir de l'agriculture. Celle-ci comporte 3 grands volets pour notre enseignement. Elle sanctuarise l'agroécologie et son corollaire, la nécessité d'enseigner à produire autrement. Elle crée un institut agronomique vétérinaire et forestier de France, l'IAV2F, qui regroupe l'enseignement supérieur, 12 écoles et 4 à 5 instituts de recherche, dont l'INRA. Autre volet important pour l'enseignement dans cette loi, la possibilité d'embaucher des contractuels de catégorie B et C. J'y reviendrai tout à l'heure. Je passe sur le premier point de la loi, l'agroécologie. Ça serait trop long, mais c'est très intéressant. Je voudrais m'arrêter sur le regroupement des structures de l'enseignement supérieur. On s'est posé la question, et on a posé la question au ministre, à son administration, pourquoi ce regroupement? La réponse est simple. Pour une meilleure lisibilité internationale, nous dit-on. Si c'est vrai, je peux vous dire qu'au niveau national, la lisibilité n'est pas prête d'y être. Non, chers camarades, on nous gruge au travers de la lisibilité. La vérité est simplement qu'on veut diminuer l'appareil de formation et de recherche, et donc ses moyens. Je voudrais maintenant revenir donc sur les contractuels et un point que j'ai déjà abordé à cette tribune et dans d'autres congrès concernant les contractuels. Il s'agit des agents de catégorie B et C qui sont payés sur budget d'établissement et qui ne pouvaient, de par la loi, donc de par le statut de la fonction publique, bénéficier de contrats qu'au plus égaux à 70%. Ces contractuels sont essentiellement dans les centres de formation d'apprentis et dans les centres de formation d'adultes. En 2012, également dans l'enseignement supérieur, En 2012, nous avons imaginé qu'une solution pour ceux qui relevaient de l'apprentissage et de la formation professionnelle pourrait être la fonction publique territoriale. Tu vas devoir conclure, Michel, s'il te plaît. Oui, c'était même la position du ministre. Ce fut peine perdue. Gonflés à bloc, nous avons porté un amendement à la loi sur l'avenir de l'agriculture, amendement qui a été voté par la représentation nationale, mais il vous faut le savoir, chers camarades, qui a été combattu par la FSU, par la CGT, relayé en cela par des appuis politiques. Toujours est-il que nous avons gagné et que nous espérons aujourd'hui pouvoir mettre ces camarades, comme ceux de la catégorie A, dans des contrats de 100%, après, il est vrai, une délibération du conseil d'administration, mais c'est quand même une victoire syndicale importante pour nous. Je conclurai en disant qu'au congrès de Montpellier, nous étions à peu près 8 mois des élections de 2011. J'étais venu à la tribune demander à la Confédération et à Jean-Claude de mener une campagne qui se voit et qui s'entende. Depuis, nous avons conduit 2 campagnes, celle de 2011, celle de 2014. Et je tiens à saluer et à remercier Jean-Claude et la Confédération pour le travail et le dévouement qu'ils ont porté sur le terrain. Côté résultat, nous progressons légèrement. Nous sommes gênés par un syndicat autonome qui s'appelle l'UNSA, qui s'est raccroché, qui s'est raccroché à une revendication qui est la spécifique à Force ouvrière enseignement agricole, qui est celle de dire que l'enseignement agricole ne peut exister que dans ce ministère. Voilà, je voudrais donc vous dire que je voterai les 2 rapports. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière.